Donc, comme je vous le disais, on va poursuivre l'après-midi, on va poursuivre l'exploration du thème de la journée, quelles données pour caractériser les territoires ruraux, par une série de cas d'usage à différentes échelles. Et je vais tout de suite demander du coup à Rémi Dangla, qui est cofondateur d'Asolia, de me rejoindre sur scène. Tous ces cas d'usage vont explorer différentes façons de caractériser les territoires et différentes façons et différents objectifs. Premier objectif, accompagner les agriculteurs dans l'optimisation de leur assolement et l'ouverture à de nouveaux débouchés, donc avec le sujet Asolia, un générateur de scénarios d'assolement qui permet donc à des agriculteurs de... Sinon la flèche, hein. Ouais. Regarde. Hop. Voilà, ça y est, j'ai mis. Une fois qu'on met sur on, ça marche mieux. Alors, qu'est-ce qu'Asolia, en quelques mots? Ouais. Et Parfait. puis après, voilà, tu vas nous présenter les données que tu utilises, les limites que tu as rencontrées et l'intérêt que tu aurais à mobiliser des données publiques. Super. D'abord, merci beaucoup de l'invitation aujourd'hui à ce séminaire. Et effectivement, aujourd'hui, on va parler d'assolement. Et peut-être avant de rentrer dans le détail de quelles données on utilise, comment on les utilise, qu'on puisse planter le décor et que vous compreniez qu'est-ce qu'Asolia et pourquoi est-ce qu'on a fait Asolia. Il faut revenir un peu à la genèse. Au départ, c'est un business de famille, en fait, puisque j'ai créé Asolia avec deux de mes cousins, Pierre, ingénieur logiciel, et Sébastien, qui est agriculteur en polyculture élevage au sud de Toulouse. Et en fait, on a voulu créer Asolia pour répondre à une question que Sébastien, comme tous les agriculteurs, se pose chaque année. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir semer? Et donc, quel sera mon assolement? Alors, cette question, elle peut paraître triviale, mais en fait, elle est hyper importante parce que c'est elle qui va générer tout ce que l'agriculteur va faire dans l'année et qui va même avoir des impacts au long cours. Et cette question de l'assolement, ce choix de l'assolement, aujourd'hui, devient de plus en plus compliqué quand on prend en compte tous les enjeux auxquels font face les agriculteurs, économiques, réglementaires, environnementaux. Et donc, c'est de plus en plus compliqué de faire ce choix. Une des solutions, ça serait d'optimiser les rotations. Et effectivement, il y a plein d'études qui montrent que l'optimisation des rotations, l'allongement des rotations, permet d'augmenter les rendements tout en réduisant l'utilisation des intrants. C'est parfait. Donc, la rotation des cultures, c'est le miracle. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Mais maintenant, comment est-ce que je mets ça en œuvre sur une exploitation? Si je prends même une exploitation pas très grande, celle de Sébastien, 14 parcelles, une dizaine de cultures accessibles, ça fait 140 choix sur une année. Et maintenant, si on fait ça sur 5 ans, ça fait plus d'1 milliard de combinaisons possibles de cultures, de rotation, pardon. Donc ça ne peut pas se faire de tête. Et c'est pour ça qu'on a créé Asolia, donc le premier simulateur d'assolement pluriannuel qui maximise la marge brute pour les agriculteurs. Et donc cet outil, on s'est dit que c'était l'outil parfait pour les agriculteurs dans leur réflexion stratégique, mais aussi du coup pour toutes les personnes qui accompagnent les agriculteurs sur le terrain, donc les coopératives, les négoces, les chambres d'agriculture, tous ceux qui travaillent avec les agriculteurs à essayer d'optimiser les systèmes culturaux. Et donc maintenant, si on discute un peu de comment c'est utilisé sur le terrain, en fait, aujourd'hui, il y a plein d'usages possibles d'Asolia, mais on va se concentrer aujourd'hui sur, on va dire, deux aspects primordiaux. Le premier, c'est vraiment grâce à ce type d'outil qui va permettre de simuler, de planifier, de proposer des nouvelles solutions d'assolement et de rotation. En fait, on va aller chercher une vision stratégique de l'exploitation en se disant je ne vais pas réfléchir juste à ce que je vais semer aujourd'hui, c'est comment ce que je sème aujourd'hui va impacter mon exploitation sur le futur et comment est-ce que j'optimise ça. Et en prenant en compte toutes les contraintes et spécificités de l'exploitation. J'ai une exploitation avec une diversité de types de sols, je suis en polyculture élevage, super, tu me proposes un assolement, mais est-ce que je vais arriver à avoir mon autonomie fourragère? Enfin, toutes ces contraintes-là à l'exploitation, je veux avoir un assolement qui est optimisé pour moi. Et donc ça permet autant à l'agriculteur qu'à son conseiller de pouvoir avoir une vision stratégique. Et ensuite, un des autres sujets, on s'en est rendu compte au fur et à mesure des déploiements, notamment avec un de nos premiers clients, Arteris, qui en fait avait aussi des enjeux sur comment j'arrive à aller chercher des nouveaux débouchés, à recruter des agriculteurs sur des nouveaux débouchés. Des nouvelles filières. Des nouvelles filières. On a le cas du pois chiche,
où en fait l'outil Asolia a permis aux agriculteurs de mieux se projeter sur une nouvelle culture en disant ben, grâce à Asolia, je vois quel est l'impact économique, quel est l'impact agronomique d'aller implanter une nouvelle culture. Et donc, ben, banco, j'essaye de cette nouvelle filière. Donc pour arriver à la fois à faire en sorte que le modèle génère de nouveaux scénarios à l'échelle de l'exploitation ou qu'on puisse simuler l'introduction d'une production particulière à l'échelle d'un territoire pour le compte d'une coopérative par exemple, il y a un certain nombre de données à renseigner, de paramètres à calculer préalablement et pour alimenter ce modèle. Effectivement, si maintenant on rentre dans ce qui nous intéresse aujourd'hui sur les données territoriales, donc pour que Asolia puisse faire ses propositions, bon, on a besoin de faire du paramétrage à deux niveaux. Donc d'abord au niveau vraiment plutôt territorial, où là on va récupérer des données agroéconomiques. Donc sur la partie économique, ça va être les prix de vente, les charges opérationnelles. Et sur la partie agronomique, là on va aller d'un côté lister les différentes cultures qui sont accessibles avec leurs spécificités, si j'ai des durées de présence obligatoires, des délais de non-retour. Et ensuite, on va rentrer vraiment dans le cœur de l'outil qui est les effets de rotation. Et là, en fait, on travaille sur l'effet d'une culture en année N-1 et N-2 sur une culture qu'on va implanter en année N et on va voir l'impact sur le potentiel de rendement. Et donc, toutes ces données, en fait, malheureusement, elles ne sont pas nationales. Nationales, on va avoir des moyennes, mais si on veut vraiment proposer des simulations pertinentes pour l'agriculteur, ben, toutes ces données-là, il faut les régionaliser et les avoir sur un territoire le plus restreint possible pour prendre en compte les spécificités. C'est ce qu'on disait au repas, on ne va pas aller proposer les mêmes choses à un agriculteur ici que ce qu'on va proposer dans le nord de la France parce que ce n'est pas du tout les mêmes systèmes culturels. Et donc tout ça, ça nécessite du paramétrage. Et on va travailler aussi sur les types de sols, donc l'impact du type de sol sur les rendements potentiels d'une culture. Donc ça, c'est pour tout l'aspect agronomique. Donc tout ça, on le construit en amont des simulations. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille avec des coopératives, des négoces, des chambres d'agriculture qui ont aussi cette connaissance terrain pour recalibrer le modèle au niveau régional. Au final, on prend aussi en compte la partie réglementaire, donc qui, elle, est quand même aujourd'hui plutôt nationale, avec notamment les écorégimes de la PAC qui vont impacter l'assolement de l'agriculteur. On pourrait imaginer aussi demain que tu intègres des zonages environnementaux Oui. ou zones environnementales ou des zonages environnementaux où il y a des contraintes spécifiques sur des bassins d'alimentation de captage, on l'a vu, qui amènent à peut-être affiner encore les recommandations associées. Oui, totalement. Par exemple, pour les agriculteurs irrigants sur les quotas d'eau, on sait que ça peut bouger, ça va bouger aussi dans le futur. Et donc ça, c'est des choses qu'on prend en compte. Encore une fois, on ne va pas proposer à un agriculteur de faire du maïs irrigué sur toute son exploitation s'il n'a pas l'eau disponible pour le faire. Et donc ça, c'est vraiment ce paramétrage en amont des simulations et qu'on veut le plus réalisé possible. Voilà, pas évident celui-là. Et ensuite, on va aller chercher un deuxième niveau de paramétrage qui est cette fois à l'exploitation. Puisque là, encore une fois, le but, ce n'est pas de faire des simulations générales, c'est vraiment d'être à l'exploitation. Et là, il faut qu'on remonte toutes les contraintes et objectifs de l'exploitation. Donc d'abord, on va raffiner tout le modèle agroéconomique dont j'ai parlé, on peut le raffiner au niveau de l'exploitation. On va parler des rendements de 7 agriculteurs et pas les rendements moyens. Donc ça, on va l'affiner. Et ensuite, on a tout l'enjeu du parcellaire, qui est un enjeu énorme. Pour éviter la double saisie, pour que les outils soient utilisés simplement, on a besoin de récupérer les données qui existent quelque part, dans plein d'outils différents. Et nous, on a besoin d'avoir le découpage parcellaire, les précédents culturaux et les types de sols par parcelle. Et juste ces données qui paraissent pas super compliquées, en fait, on va le voir tout à l'heure, c'est pas évident de les retrouver tout au même endroit. Mais ça va nous permettre de voir vraiment à quoi ressemble l'exploitation et de pouvoir ensuite faire tourner nos algorithmes.
On va rajouter, pour finir là-dessus, des contraintes spécifiques à l'exploitation. J'en parlais tout à l'heure. Je suis en polyculture élevage, ben, je dois mettre mes besoins animaux. J'ai des contraintes de temps de travail. Je veux bien répartir mes cultures d'hiver, de printemps, toutes ces choses-là. Je vais le prendre en compte. Et ensuite, on va travailler sur les objectifs. Est-ce que je veux juste maximiser ma marge brute? Est-ce que j'ai un objectif d'autonomie fourragère? Et de plus en plus, on est en train de rajouter des nouveaux objectifs plus en lien avec l'agroécologie, sur la réduction des phytos, sur la maximisation de la matière organique dans les sols et de travailler sur du multi-objectif. Donc ça, je paramètre ça au niveau de l'exploitation. Et donc maintenant, quand j'ai tous ces paramètres, je clique sur Simuler. Et automatiquement, en moins de 30 secondes, on va proposer les meilleurs scénarios d'assolement sur les 3 à 7 prochaines années au niveau de l'exploitation. Et on descend jusqu'à la parcelle en disant, ben, du coup, on te propose de faire telle culture sur telle parcelle et on voit les effets de rotation. Après, le but, c'est on n'a pas la prétention de dire qu'on connaît mieux l'exploitation que l'agriculteur. Souvent, on nous classe dans la catégorie des OAD, les outils d'aide à la décision. Nous, on aime bien parler d'OAR, outils d'aide à la réflexion, puisque c'est vraiment le but d'ouvrir le champ des possibles, de proposer des nouveaux scénarios et de ne pas juste répéter les mêmes rotations qu'on fait depuis 20 ans et qui aujourd'hui ne sont pas forcément les plus pertinentes. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Sauf que ce n'est pas si simple, on l'a dit. Certaines de ces données ne sont pas facilement accessibles ou mal renseignées dans des outils préexistants, pour plein de raisons qu'on ne va pas détailler. De l'intérêt potentiellement de s'appuyer sur des données publiques, pour certaines ouvertes. Oui, tout à fait. Et si on prend l'exemple du parcellaire, on en parlait tout à l'heure, donc parcellaire et précédents culturaux, c'est quelque chose qui est indispensable pour faire tourner l'outil. Si on les remplit à chaque fois à la main, vous oubliez de pouvoir distribuer ça auprès d'un agriculteur. Il ne va pas passer une demi-heure à recréer sa ferme alors qu'il va dire « mais je le fais déjà dans la PAC, j'ai déjà des outils de gestion parcellaire ». Donc nous, on s'est dit depuis le début, il faut qu'on récupère les informations là où elles sont déjà. Parfait, on se dit, on travaille avec les coop, les négoces qui déjà ont l'habitude, a priori. Ils ont l'habitude et ils ont les informations dans des outils de gestion parcellaire, SMAC, Geofolia, WeUse, Mes Parcelles, très bien. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, ah oui, on utilise cet outil, mais en fait, il n'y a que 20% des agriculteurs qui rentrent leurs données dedans. Et parmi ces 20%, certains le remplissent à 10, 15, 20%. Exactement. Donc, on se dit, ben, en fait, oui, ça ne peut pas marcher juste avec ça. Il faut encore refaire tourner la moulinette. Très bien. Où est-ce qu'on trouve le parcellaire et les précédents parfaits des agriculteurs? Télépac. Ils déclarent exactement ce qu'ils ont fait. Donc, on va aller là-dessus. Ah oui, mais Télépac, comment on fait? Il faut l'identifiant de l'agriculteur. L'agriculteur, il va télécharger un fichier. Le fichier, on va le récupérer, l'importer. Pareil, on a déjà perdu l'agriculteur quand on a fait ça. OK, bon, où est-ce qu'il y a les informations des précédents facilement accessibles? Parfait. RPG, sur le RPG, on a tout. Ah oui, le registre parcellaire graphique. Oui, mais sur le RPG, le problème, c'est que les informations elles remontent avec un petit peu de retard. Petite année, et donc en fait, et puis à l'échelle d'un îlot de parcelle et pas forcément d'une parcelle en particulier. Et on peut avoir la parcelle, mais il faut que là, du coup, on aura toutes les parcelles, mais il faut que l'agriculteur choisisse celle-là, elle est à moi, celle-là, elle est à moi, celle-là, elle est à moi. Et donc, et avec, comme je disais, souvent une saison de retard, donc on n'aura pas le précédent qui vient de finir. Et donc en fait, c'est ça la problématique aujourd'hui, c'est que les données, elles sont quelque part, mais on a beaucoup de mal à les trouver sur une seule source. Et si on doit faire parler tous ces services en même temps, ben, ça pose aussi beaucoup de sujets d'interopérabilité et de compatibilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, on sait que typiquement un RPG, c'est parfait parce qu'on aurait un bon nombre d'informations. Mais maintenant, ben, c'est comment est-ce qu'on rend ça plus efficace avec des API qui remontent peut-être plus vite les informations et qui nous permettent de les exploiter plus facilement. L'appel est lancé ? En tout cas, exactement. Auprès de certains acteurs, il y avait l'hygiène qui était là tout à l'heure, je ne sais pas si Philippe Abadi est resté parmi nous, mais et le CRIGE pourront peut-être, ou les CRIGE peuvent être aussi des interfaces intéressantes avec qui discuter pour accélérer ce processus. Tout est bon pour toi? Ou il y avait encore quelques éléments? Oui. Ouais, on avait, par rapport aussi, on va pouvoir compléter des choses, mais par rapport à ce qu'on a vu ce matin, en fait, il y a beaucoup d'autres données qui permettraient de
mieux raffiner les paramètres agroéconomiques et d'être plus efficace dans le conseil qu'on fait aux agriculteurs. Et donc là-dessus, tout ce qui est autour des rendements potentiels territorialisés, enfin localisés, ça, il y a beaucoup d'informations aussi. Les données qui remontent sur Agreste, par exemple. Comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir les exploiter plus facilement pour pouvoir faciliter le paramétrage de l'outil? Aujourd'hui, on parle beaucoup des indicateurs environnementaux. De la même manière, comment est-ce qu'on s'aligne tous ensemble pour trouver des indicateurs qui fonctionnent bien et qui sont de la même manière localisés? On parlait ce matin des données climatiques. Là, nous, on a vraiment besoin de ça pour faire un outil qui prend aussi en compte le risque. Et maintenant, comment est-ce qu'on arrive à mettre de concert tous ces modèles pour créer de la valeur auprès des agriculteurs? Et c'est vraiment le message aujourd'hui, c'est de se dire, plus on a de données et plus elle est facilement accessible, plus on va pouvoir créer des services à valeur ajoutée pour les agriculteurs. Merci Rémi. Qui veut jouer avec Rémi et Assolia dans la salle et accélérer le déploiement de cette offre-là? Ou plus généralement, qui a une question pour Rémi? Alors, il y en a deux. Une ici avec David et puis monsieur ensuite. Ah, pardon. Hop, il faut rallumer les micros. Merci, en tant qu'agronome, j'apprécie. J'avais deux questions, à voir si les deux peuvent avoir réponse. Un, maîtrise technique des agriculteurs des cultures proposées. Est-ce que vous la prenez en compte dans la possibilité de prioriser les solutions? Deux, est-ce que vous commencez à avoir un peu de recul par rapport à effectivement la pertinence de la réflexion que vous pouvez amener? Merci. Sur la première question, effectivement, c'est pour ça que c'est encore plus facile de le faire porter par des structures qui peuvent accompagner l'agriculteur. Et donc aujourd'hui, l'agriculteur, il sélectionne sur son exploitation les cultures qui lui sont accessibles. De la même manière, on ne va pas lui proposer quelque chose où il n'a pas le matériel pour le faire, où il ne connaît pas l'itinéraire technique pour faire cette culture. Puis j'imagine que ça peut être aussi une donnée de sortie entre les différents scénarios possibles, de dire oui, ça, je ne maîtrise pas, c'est peut-être intéressant, mais honnêtement, c'est trop risqué. Donc je me concentre plutôt sur le scénario B qui correspond à des cultures que je maîtrise mieux. Ouais. La deuxième question, que moi j'ai déjà oubliée. Moi aussi. Le retour d'expérience, c'est bon. Le retour d'expérience, est-ce que les clients sont contents? Oui, on commence à l'avoir maintenant parce que malheureusement, le retour d'expérience, quand on parle de rotation, on ne l'a pas la première année. Et donc là, aujourd'hui, on commence à avoir vraiment un bon retour d'expérience sur les premiers pilotes qu'on a fait il y a déjà quelques années. Et donc, il y a des choses quand même qu'on peut voir à court terme. Et je parlais par exemple l'exemple d'Arteris sur l'introduction d'une nouvelle culture autour du pois chiche. Ça, on le voit dès maintenant que grâce à l'utilisation d'Assolia, on arrive à diversifier les assolements et à aller chercher des nouvelles cultures. Ça, on le voit à court terme. En l'occurrence, des légumineuses en plus. Donc, voilà. Et le retour, là, on l'a un peu plus typiquement sur la ferme de Sébastien, mon associé, où lui, il utilise Assolia, la première maquette depuis déjà maintenant 4 ans. Et effectivement, il est allé chercher des rotations auxquelles il n'avait jamais pensé et même ne serait-ce que répartition des cultures sur son exploitation, où historiquement, son père et son grand-père ont dit on ne pourra jamais mettre de tournesol à tel endroit. Et en fait, en réfléchissant un petit peu, en fait, on ne l'a jamais essayé et l'outil semble dire que ça pourrait être intéressant parce que ça débloquerait quelque chose, une rotation. Et en fait, ils ont essayé et effectivement, ça a été bénéfique pour eux. Et sur des logiques aussi d'investissement, de dire si j'investis, si j'augmente mon troupeau, comment ça va impacter mes cultures. Sur ces logiques d'investissement, on voit aussi les résultats à court terme parce que ça permet de faire des simulations et d'avoir des scénarios pessimistes, optimistes et de faire des choix grâce à ça. Donc il y a un premier indicateur autour de la capacité à faire bouger les lignes et en termes de rotation. Un deuxième qui serait peut-être intéressant, c'est in fine, j'avais prévu que tu ferais tant de marge brute. Est-ce que in fine tu y arrives? Mais j'imagine. Et ça, la boucle retour, elle est compliquée à faire et surtout qu'on reste, malheureusement, on reste dans du conseil. Et on n'a pas la main sur exactement comment ça a été fait. Et ça, maintenant, on aimerait, maintenant qu'on commence à déployer à plus grande échelle, d'avoir des panels plus importants pour pouvoir les suivre. Et ne serait-ce que… Et comparer, conseiller, réaliser. C'est ça. Et puisqu'on travaille sur les précédents, automatiquement, en fait, d'année en année, on va voir si le conseil a été appliqué ou non,
puisqu'on va voir si on retrouve dans les précédents culturaux ce qu'on avait proposé l'année précédente. Une question courte encore qui appellera une réponse courte de ta part. Oula, ça c'est compliqué. En branchant le micro, normalement je l'avais allumé. Ça marche? Ouais, Ouais. c'est bon. Je sais pas, j'ai peut-être raté l'information, mais je voulais savoir, c'est une question technique, quel type d'algorithme vous utilisiez pour proposer les meilleures combinaisons? C'est la secret sauce. Et si il y avait un niveau de fiabilité qui était associé à chaque proposition? Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail là-dessus. Déjà, ce n'est pas moi qui le maîtrise, c'est plutôt un de mes associés. Mais non, l'idée, c'est qu'en fait, on s'est beaucoup posé la question sur quel type de techno on allait utiliser. Et là, aujourd'hui, on est parti sur des algos qui sont plutôt déterministes que de l'IA, parce qu'on fait de l'optimisation sous contrainte avec énormément de règles à suivre. Et là, on fait du mix entre différents algos, soit qui traitent les solutions année par année, soit qui calculent automatiquement toutes les années et on va chercher à l'intérieur les meilleures solutions qui maximisent, on l'a dit, soit marge brute, soit d'autres indicateurs qu'on peut rajouter. Et donc la partie fiabilité, en fait, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par fiabilité, puisqu'on fait beaucoup de multicritères, de dire si on entend par fiabilité de proposer les meilleures cultures, en fait, c'est compliqué parce que ça joue sur beaucoup de paramètres. Oui, puis vous êtes plutôt dans une approche d'analyse de sensibilité, Voilà. à faire des répétitions pour voir un peu quelles sont les différences, plutôt que d'avoir une promesse qui serait l'assolement ultime, qui serait peut-être trop compliqué à proposer. Et des fois, de faire, malheureusement, quand on est bloqué sur j'ai des contraintes en paille et j'ai pas une exploitation qui me permet d'en faire assez, des fois, je suis obligé de faire un paille sur paille, même si agronomiquement, ça n'a pas trop de sens. Mais en fait, il y a des fois, je me retrouve bloqué. Et donc, l'algo, il va choisir cette solution si elle est obligatoire, même si ce n'est pas la meilleure agronomiquement. Je crois que c'est une des philosophies de cet outil, c'est d'être un peu dans la vraie vie des agriculteurs et que ça reste un outil qui permet de moins se tromper. Oui. Déjà, ça génère pas mal de valeur par ce biais. Merci beaucoup, Rémi. Merci. On l'applaudit très chaleureusement.